Samba qui est avec nous dans la salle des profs de la télévision Futurs Médias. M. Diaw qui va venir tout à l'heure le sait. Qui va venir demain, pardon. Il sera là demain, M. Diaw. Oui, le Ndiawen. Merci beaucoup, merci, M. Astou, merci. Donc je vais me joindre aux prières formulées à l'endroit de la dame de Dr Massamba. Nous prions qu'Allah subhanahu wa ta'ala l'accueille au paradis. Donc sans plus tarder, nous allons... Donc vous avez vu déjà dans les cours précédents que la plupart des réactions chimiques, le passage de l'état initial à l'état final nécessite un temps plus ou moins long. Et aujourd'hui, le cours va porter sur l'évolution temporelle des systèmes chimiques. C'est vrai que cette partie est très intéressante. Vous-même, vous pouvez suivre parce que c'est des choses que l'on voit à la maison, qu'on fait. Donc c'est véritablement de la chimie à la maison. Alors, il y a des exemples que vous avez déjà vus. Par exemple, à la maison, si vous voulez préparer un repas, souvent, pour accélérer la transformation, on augmente le débit de gaz. Et pour ralentir, on diminue le débit de gaz. Donc, on est en train de faire de la cinétique. Donc, dans la première partie, nous allons voir, donc le cours va porter sur... Vous avez vu dans les cours précédents que lors des transformations chimiques, la plupart des réactions nécessitent un temps plus ou moins long. Et ce temps-là qui fera donc l'objet de ce cours. Donc dans cette partie de la chimie, qui est le chapitre C4, intitulé Cinétique chimique, nous allons étudier l'évolution temporelle des systèmes chimiques. Voilà, cinétique chimique. Voilà, avec le tableau, profiter de tout ça. Donc la cinétique chimique. Donc c'est le chapitre C4 du programme de chimie en terminale S. Tout d'abord, nous allons étudier l'évolution d'une transformation chimique, ce que je disais tantôt. Il y a certaines réactions, elles sont rapides. C'est le cas des réactions de précipitation. C'est des réactions qui se déroulent, qui sont telles que lorsque vous mettez en contact les deux réactifs, les réactifs, de façon générale, lorsque vous les mettez en contact, aussitôt, le produit est formé. Vous avez ici encore les réactions acido-basiques. Vous avez une solution d'acide chlorhydrique et une solution d'hydroxyde de sodium, ce qu'on appelle la soude. C'est une réaction qui est rapide. Vous verrez que ces réactions-là, pour les suivre, ça va poser des problèmes. C'est pour ça qu'en classe de terminale, ces réactions ne feront pas l'objet d'études cinétiques. Et nous avons les réactions lentes. Les réactions lentes, c'est des réactions que vous avez déjà vues, l'oxydoréduction, réaction d'oxydoréduction en première. Vous avez vu la réaction de saponification dans le chapitre C3. Ici, vous avez un ester avec la soude qui donne un carboxylate de sodium et l'alcool, etc., etc. Là, vous avez... C'est vrai que je vous ai donné exactement l'équation bilan, mais vous avez ici les bilans. Les couples permanganate et 2+. Vous pouvez écrire les demi-équations électroniques. Et vous avez aussi le couple CO2, acide oxalique. Donc, c'est des réactions qui sont lentes, donc qui feront l'objet d'études dans cette partie de la chimie. Alors, il est clair que lorsque vous devez étudier une évolution, l'évolution temporelle des systèmes, vous allez déterminer la vitesse de la réaction. Attention, ici, ce n'est pas un mobile qui se déplace, mais ici, ce sera une variation de quantité de matière d'un réactif ou bien d'un produit. Et d'abord, nous allons voir la vitesse moyenne. Comme vous connaissez bien, c'est une moyenne de vitesse. Et dans la première séquence, c'est la vitesse moyenne de disparition d'un réactif. On va considérer un réactif R. Et vous savez très bien que les réactifs, ils disparaissent. Donc, quand on vous dit définir la vitesse moyenne de disparition d'un réactif, vous allez dire que la vitesse moyenne de disparition d'un réactif, elle est égale à l'opposé du rapport
de la variation de quantité de matière de ce réactif entre deux dates, T1 et T2, choisi, par la durée nécessaire pour cette variation. Donc ce qui est donné ici en expression, vitesse moyenne du réactif, c'est moins delta N de réactif sur delta T. Maintenant, la vitesse moyenne de formation, si vous avez un produit, donc vous savez très bien qu'un produit, il se forme. Tout à l'heure, vous avez vu le moins. Le moins ne signifie pas négatif. Hein. Le moins signifie opposé. Parce que les réactifs, leur quantité diminue au cours du temps. Donc le delta N va être négatif, ce qui fait que l'opposé d'un nombre négatif sera positif. Et maintenant, pour la vitesse de formation d'un produit, c'est égal, par définition, au rapport, donc toujours vitesse moyenne, entre deux dates, T1 et T2 par exemple. C'est au rapport de la variation de la quantité de matière de ce produit par la durée delta T nécessaire pour cette variation. Donc les unités, et là ça nous permet de revenir à ce que j'avais dit tout à l'heure, la vitesse moyenne de disparition d'un réactif ou de formation d'un produit s'exprime en mol par seconde. Donc si la quantité de matière est exprimée en mol, la durée en secondes, ça sera mol par seconde. Et attention, ce n'est pas des mètres par seconde. Hein. La plupart du temps, on voit que les élèves font un bon travail après ils mettent mètres par seconde, parce qu'ils confondent. Ici, ce n'est pas un mobile qui se déplace, encore une fois, c'est une variation de quantité de matière par rapport à une durée bien déterminée. Alors, vous pouvez avoir en mol par minute aussi, mais également, on peut aussi évaluer la vitesse moyenne avec la concentration par unité de temps. Maintenant, pour la vitesse instantanée, là, ça va être beaucoup plus précis. Vous savez qu'une moyenne, vous savez très bien, une moyenne ne donne pas les valeurs exactes à un instant donné. Donc, on va être beaucoup plus précis dans la vitesse instantanée. Donc, en réalité, on vous dit, lorsque les deux instants sont proches, donc delta de t tendant vers 0, bon, vous parlez comme les mathématiciens, on va passer à la limite. Mais nous allons directement utiliser la formule, dire que la vitesse instantanée de disparition d'un réactif, c'est, vous voyez bien, c'est l'opposé de la dérivée, hein, de la valeur de la dérivée de la fonction nr par rapport au temps. Bon, on va y revenir dans un exercice beaucoup plus clair. Et ici, en utilisant les concentrations, la vitesse n'est rien d'autre que l'opposé de la valeur de la dérivée de la fonction concentration en fonction du temps. Et maintenant, pour la vitesse instantanée de formation, comme on l'a fait, pour vitesse moyenne, vitesse instantanée, et là, vous voyez qu'il n'y a pas de moins parce que les produits au cours du temps se forment, donc leur quantité augmente. Donc le d de n là est une valeur positive. Exactement ce qu'on a dit aussi pour les vitesses instantanées, c'est aussi des unités en mol par seconde ou en mol par litre par seconde. Maintenant, si c'est une concentration, ça sera mol par litre par seconde ou mol par litre par minute, etc. Et vous savez que les facteurs qui peuvent influencer cette vitesse de réaction, tout à l'heure j'en ai parlé, lorsque vous voulez augmenter, par exemple, la vitesse de réaction d'une transformation, vous pouvez augmenter la température. La température donc est un facteur cinétique. Si vous voulez ralentir, on peut diminuer la température. Et la concentration également des réactifs, je dis bien des réactifs, parce que ce sont les réactifs qui entrent en jeu. Ce ne sont pas les produits. Donc la concentration des réactifs, lorsqu'on augmente leur concentration, ou bien lorsqu'on diminue leur concentration, la vitesse aussi va être modifiée. Vous avez aussi ce qu'on appelle le catalyseur. Le catalyseur, c'est une espèce chimique qui peut aussi modifier la vitesse de la réaction. Donc voilà en gros exposé les principaux paramètres, les principaux éléments qui vont entrer en jeu dans l'étude de cinétique. Et nous allons donc, pour étayer tout ça, passer à un exercice d'application. L'exercice d'application, voilà, je vais lire très rapidement. On désire étudier la cinétique de la réaction lente d'oxydation des ions iodures par les ions peroxyde du sulfate. Pour cela, on mélange à la date t égale à 0 un volume V1 égal à 100 ml de solution peroxyde du sulfate de potassium de concentration C1 avec un volume V2 de solution d'iodure de potassium de concentration C2. Et là, on vous donne l'équation bilan. On pouvait ne pas vous la donner. Vous donnez les couples
SO8-2- et SO4-2- et le couple I2-I-. C'est à vous, mais vous avez vu ça en classe de première. J'imagine que vous avez vu ça en première et que vous vous rappelez très bien de comment on fait. Donc, la première question qui est posée, c'est de déterminer les quantités de matière des espèces chimiques présentes à l'état initial, c'est-à-dire à l'état T égale à 0. En déduire à cette date la concentration molaire des ions peroxyde du sulfate et des ions iodure dans le mélange réalisé. Alors, attention. Vous avez une solution de peroxyde du sulfate contenant des ions peroxyde du sulfate et une solution contenant des ions iodure. On les mélange. Et on vous demande la concentration à la date T égale à 0 de ces deux espèces. On vous dit maintenant, à la question 2, on prélève à différentes dates. Donc, on fait des prélèvements. Alors, techniquement, comment on fait? Vous avez vu dans les labos, on a des instruments qui nous permettent de mesurer, comme les pipettes, de mesurer et de mettre dans un bécher. Donc, à différentes dates, on fait des prélèvements. Et on refroidit. Alors, la question, pourquoi on prend la précaution de refroidir le prélèvement? Tout à l'heure, on a parlé de diminuer la vitesse. Si vous ne refroidissez pas, qu'est-ce qui va se passer? Dans chaque prélèvement, on dose maintenant le diode formé par une solution de thiosulfate en présence d'empoi d'amidon. Et on donne l'équation de réaction de dosage. Alors là, c'est les difficultés que vous avez de pouvoir distinguer quelle est la réaction étudiée et quelle est la réaction qui est support. C'est pour ça qu'il faut beaucoup lire. Tout à l'heure, le collègue Sec parlait de la lecture. Elle est aussi valable aussi dans ces disciplines. Et on vous a dit, on a relevé, excusez-moi, dans le tableau qui suit, les différentes valeurs de thiosulfate qu'on a versées. Et voilà les volumes, aux différentes dates, à T égale à 0, 4,5, etc. Voilà les valeurs de thiosulfate qu'on a versées. Ça veut dire qu'ils ont permis, ces volumes, qui ont permis de doser à des instants considérés la quantité de diode qui est présente dans le milieu. Alors, la question relative, la première relative à ça, on vous demande d'exprimer la relation entre la quantité de matière de diode présente dans le prélèvement. Rappelez-vous, on avait prélevé 10 ml et on a dosé. Donc, la relation entre l'iode présent dans ce prélèvement et le thiosulfate qui a été versé. En déduire une relation, relation entre C2, C1 et V2 et la concentration I2. Donc c'est clair que si vous avez cette relation-là, vous pouvez compléter le tableau parce que vous aurez à chaque instant considéré la concentration I2. Complétez le tableau. Donc la courbe maintenant ci-dessous a été obtenue. Donc on a tracé la courbe. Alors même si moi, je n'ai pas encore fait les calculs, je vois bien que la courbe me dit qu'à T égale à 0 minutes, la concentration de I2 égale à 0. Et on va voir. Réponse. On demande maintenant de déterminer la vitesse instantanée de diode à cette date T. Donc c'est une vitesse instantanée de formation parce que le diode est un produit de la réaction. Déterminer donc cette vitesse aux différentes dates T0 égale à 0 et T égale à 20 minutes. En déduire la vitesse de disparition. Vous voyez bien, lorsqu'on connaît la vitesse de formation d'un produit, on peut en déduire la vitesse de disparition d'un réactif. C'est comme si j'ai dit 1A disparaît, 2B se forme. Donc vous voyez bien, il y a une relation entre les deux. Justifier qualitativement l'évolution de la vitesse. Donc on va voir, est-ce que la vitesse elle augmente, est-ce qu'elle diminue, est-ce qu'elle ne varie, est-ce qu'elle est constante. Et enfin, de déterminer le temps de demi-réaction, puis le déterminer graphiquement. Définir le temps de demi-réaction et le déterminer graphiquement. Voilà ce qu'on a essayé de vous proposer. Certainement, moi je vais vous conseiller d'abord de prendre l'énoncé, de le faire et de voir le corriger. Donc, d'abord, vous lisez l'énoncé, vous l'avez, et essayez même de construire la courbe, parce que ça peut être demandé. Vous avez donc tout ça, vous répondez, après nous venons à la correction de cet exercice. Donc, juste les pièges
qu'il faut éviter. Quand vous avez un mélange, il faut dire que il y a la quantité apportée par donc dans chaque solution, et vous faites le mélange dans un autre milieu. Donc, et quand vous faites ce mélange-là, au départ, le nombre de moles que vous apportez est le même nombre à T égale à 0. Qu'est-ce qui change? C'est le volume dans lequel chaque espèce est contenue. Voilà, je sais pas, on peut proposer de corriger, de donner la correction. Après, quand vous aurez quand même fait l'effort de faire quand même un petit effort. Hein? Quand vous avez fait un petit effort, et ça c'est important. Je pense même qu'il faudra un peu cacher le début. Ah oui. J'ai été généreux. Voilà, vous avez été très très généreux. Voilà, je pense qu'ils ont la possibilité de revenir sur tout ça, des exercices. Je pense que vous pouvez retrouver sur la page Facebook de la salle des profs de la télévision Futur Média ou bien sur igfm.sn. Je pense que M. Seck, vous l'avez dit tantôt, ils ont les explications, ils ont tout. Maintenant, reste à appliquer. C'est ça. Et c'est pas difficile, il suffit juste de revoir le cours. Si vous avez des difficultés, revoyez votre cours et essayez. Et après, vous aurez le corrigé. D'accord. Vous avez tout à l'heure parlé de catalyseur, c'est la fameuse technique utilisée avec le charbon et le couscous. Tant aimé des Secken. Je suis là pour Docteur Moussa. Oui. Je sais qu'Assou, elle est du côté maintenant des Diao et des Gays. Mais bon, vous savez, nous, on a une croyance de certaines pratiques. Le couscous, à la maison, on met un morceau de charbon. Tout en pensant que, en mettant le morceau de charbon, le couscous ne se dégrade pas parce que, tout simplement, le charbon éloigne les djinns. Mais en réalité, ça permet de ralentir les transformations. C'est exactement comme vous prenez votre aliment que vous avez préparé. Après, vous mettez dans le réfrigérateur. Il est clair que si vous le mettez à l'air libre, en quelques heures, c'est dégradé. Mais avec le frigo, vous pouvez conserver 1 à 2 jours. Le congélateur, c'est encore mieux. Ça peut conserver les aliments pendant des jours et des jours. Les vieilles bonnes méthodes. Voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup, M. Seck. En tout cas, je pense que vous